Imaginez une arme qui défiait les lois de la physique et transformait les batailles navales en une véritable boucherie terrestre. Une arme qui offrit un immense espoir, mais qui exigea en retour un prix terrible, inimaginable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de la première guerre punique, un conflit où le bon sens fut la première victime. Vous découvrirez comment une nation qui avait une peur panique de l'eau et ne possédait aucune flotte a osé défier les maîtres des mers. Nous vous raconterons une bataille dont l'ampleur éclipse les affrontements du XXe siècle. 300 000 hommes réunis en un seul point de l'océan, prêts à s'entretuer. Mais le plus choquant est à venir. Pourquoi cette invention géniale, qui a sauvé Rome, a-t-elle fini par causer la mort de 100 000 personnes en une seule et unique nuit? Pourquoi un consul romain a-t-il subi une torture à vous glacer le sang? Un tonneau hérissé de clous et des paupières coupées sous un soleil de plomb. Et comment cette série d'erreurs monstrueuses et d'obstinations fanatiques a engendré le pire ennemi de l'histoire de Rome, dont le serment de vengeance allait changer le monde à jamais. Regardez jusqu'au bout, le dénouement de ce drame en vaut la peine. Sentez ce goût sur vos lèvres. Ce n'est pas seulement du sel, c'est le goût de la bile, de la peur et d'une impuissance totale. Vous êtes un légionnaire romain, la meilleure machine à tuer que l'Antiquité ait jamais créée. Sur la terre ferme, vous êtes un dieu. Votre mur de bouclier compact est indestructible. Votre glaive court, le gladius, ouvre les ennemis comme un boucher découpe des carcasses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sol sous vos pieds. Il n'y a que le pont glissant et dansant d'un élément étranger. Le monde tangue. L'estomac vous remonte à la gorge. Et à l'horizon, cachant le soleil avec ses voiles, la mort approche. Elle arrive vite, silencieusement et avec professionnalisme. C'est Carthage. Et à cet instant précis, vous comprenez que votre discipline de fer ne vaut pas ici un seul sesterce. Bienvenue dans la première guerre punique. L'endroit où le bon sens est mort en premier. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut remonter le temps. Milieu du IIIe siècle avant notre ère. Imaginez la carte de la Méditerranée. Ce n'est pas juste de la géographie, c'est une cage avec deux prédateurs. Au nord, Rome. Un loup jeune, agressif, obtus dans son entêtement. Il a soumis l'Italie, brisé l'échine des Samnites et des Grecs. Les Romains sont les génies de la terre ferme. Ils savent construire des routes, des camps et des murs. Ils marchent, ils creusent. Ils savent que si l'ennemi se tient sur le sol, il est mort. En face, de l'autre côté d'un étroit détroit, se trouve Carthage. C'est un requin. Un empire marchand ancien, riche et cynique. Pendant que les Romains pataugeaient dans la boue avec leurs sandales, les Carthaginois traçaient des cartes du ciel et des courants marins. Leur flotte est l'hégémon absolu. Leurs navires, des quinquérèmes à 5 rangées de rames, sont les bolides de Formule 1 du monde antique. Rapides, manœuvrables, mortels. Leurs équipages sont des marins de naissance qui sentent le vent sur leur peau. Pour Carthage, la mer est un foyer, une route et un trésor. Pour Rome, la mer est une tombe humide, peuplée de monstres. Et voilà que ces deux éléments s'affrontent en Sicile. Le début du conflit ressemble à une mauvaise blague de l'histoire. En l'an 264 avant notre ère, les légions romaines traversent vers l'île sur des radeaux et des barques empruntées, car Rome n'a pas de flotte, absolument aucune. Pas un seul navire de guerre. Imaginez une armée moderne essayant de débarquer en Normandie sur des matelas pneumatiques. Ridicule. Les amiraux carthaginois trouvaient cela ridicule aussi. Les premières années de la guerre se transforment en une farce sanglante et insensée. Les Romains, une fois en Sicile, font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils commencent à capturer des villes. Agrigente tombe. Les légions marchent de victoire en victoire. Elles écrasent les armées de mercenaires de Carthage en rase campagne. Mais à quoi bon? Vous prenez une ville, massacrez la garnison,
accrochez vos étendards sur les murs, et puis vous regardez vers le port. Et là, les navires carthaginois sont à l'ancre. Ils apportent de la nourriture, des renforts, des armes. Ils bloquent votre ravitaillement. Ils se rient de vous. La situation s'enlise dans une impasse stratégique qui respire le désespoir. Le loup se tient sur le rivage et grogne contre le requin qui nage à 100 mètres de là. Il peut mordre le sable de la plage autant qu'il veut. Il ne peut pas atteindre l'ennemi. Les Romains contrôlent l'intérieur de la Sicile, mais la côte reste à Carthage. Les escadres carthaginoises pillent les côtes italiennes, brûlent les villas, emmènent des esclaves, et le Sénat romain ne peut que grincer des dents. C'était une guerre d'usure, où un camp avait de l'argent illimité et une liberté de manœuvre, et l'autre n'avait que sa rage et une infanterie affamée. Écoutez ce qui se dit dans le camp près de Syracuse. C'est la boue, les poux et la dysenterie. Les soldats demandent à leur commandant « Combien de temps allons-nous encore pourrir ici ? Nous avons tué tous ceux qui se sont opposés à nous sur le champ de bataille. Pourquoi ne gagnons-nous pas ?» Et les commandants n'ont rien à répondre, parce qu'ils connaissent la vérité. On ne peut pas vaincre un empire maritime en restant assis dans une tranchée. C'est physiquement impossible. Les Carthaginois utilisent la tactique du frappe et fuit. Ils surgissent du brouillard, frappent et se dissolvent dans le bleu. Ce sont des fantômes. Et la légion romaine est un ours maladroit qui essaie d'écraser un moustique avec une masse. Vers l'an 261 avant notre ère, une compréhension commence à mûrir à Rome, terrible dans son évidence. La prise de conscience ne vient pas tout de suite. Elle s'infiltre, comme l'eau dans une cale percée. Les vieux sénateurs, habitués à penser en termes de marche à pied, se prennent la tête à deux mains. Pour vaincre, Rome doit cesser d'être Rome. Ils doivent faire ce qui contredit leur nature même. Ils doivent descendre dans l'eau. Il leur faut une flotte. Mais c'est facile de dire « il nous faut une flotte ». On ne peut pas simplement ordonner à un arbre de devenir un navire. Rome n'a ni ingénieur, ni plan, ni capitaine, ni rameur. Le citoyen romain méprise la rame. Ramer est le sort des esclaves et des affranchis. La mer, pour un Romain, c'est le chaos. Un territoire qui échappe à la loi et à l'ordre. Le Romain aime les lignes droites des routes et les angles carrés des camps. La mer est courbe, instable et traîtresse. Aller en mer, c'est aller contre la volonté des dieux. Mais c'est précisément là que se manifeste ce trait de caractère qui rendra Rome grande et terrible. Une incapacité totale, psychopathique, à admettre la défaite. Si la nature est contre nous, nous changerons la nature. Si nous ne savons pas nager, nous assécherons la mer. Si nous n'avons pas de navires, nous les copierons. La légende raconte qu'une tempête a jeté une quinquérème carthaginoise sur les côtes italiennes. Une carcasse de navire de guerre brisée, à moitié pourrie. Pour n'importe quel autre peuple, ce n'aurait été qu'un tas de bois. Pour les Romains, c'était un cadeau du destin. Les plans de l'étoile de la mort tombaient entre leurs mains. Les charpentiers l'ont démonté planche par planche. Ils ont étudié chaque tenon, chaque jointure, chaque courbe de la quille. Et le travail a commencé. Un travail infernal qui a fait gémir les forêts d'Italie. Pendant que les haches abattaient des chênes centenaires, les futurs rameurs apprenaient à ramer. Sur la terre ferme. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont construit des bancs en bois sur le sable, y ont assis des milliers d'hommes et les ont forcés à brasser l'air avec des rames, imitant le rythme du combat. 1, 2, 1, 2. La poussière vole, la sueur coule. Les officiers frappent avec des bâtons ceux qui perdent la cadence. Cela semble comique? Peut-être. Les espions carthaginois, rapportant cela à Carthage, se roulaient probablement par terre de rire. Ces idiots apprennent à nager sur l'herbe.
Ils pensent que la mer n'est qu'une grande flaque. » Mais ce rire était prématuré. Carthage n'avait pas pris en compte une chose. Les Romains n'avaient pas l'intention de jouer selon les règles. Ils n'avaient pas l'intention de devenir les meilleurs marins. Ils préparaient autre chose. Quelque chose qui transformerait l'élégante escrime des navires en une sale bagarre de couteaux dans une ruelle. Rome comprenait. S'ils sortaient en mer et tentaient de surpasser les Carthaginois en manœuvre, on les noierait comme des chatons. Les navires romains, construits en bois vert et humide, étaient lourds et peu maniables. Ils pourrissaient sur place. Les équipages étaient des rats de terre inexpérimentés qui avaient la nausée rien qu'en pensant au roulis. Aucune chance dans un combat loyal. Zéro absolu. C'est alors qu'un génie inconnu, dont l'histoire a à peine conservé le nom, a proposé une idée. Folle, suicidaire, géniale. Si nous ne pouvons pas les rattraper, nous devons les attraper. Si nous ne savons pas nous battre sur l'eau, nous devons amener la terre ferme avec nous sur le pont. Sur la proue des galères romaines maladroites, on a commencé à ériger d'étranges constructions massives, ressemblant à des tours de siège. Elles se dressaient vers le haut, perturbant l'équilibre, menaçant de faire chavirer le navire à la moindre vague latérale. C'était une monstruosité d'ingénierie. C'était un défi au bon sens. Les soldats regardaient ces tours avec terreur et espoir. Les marins crachaient par terre. Mais l'ordre fut donné. La flotte se préparait à sortir. Les planches neuves sentant encore la résine craquaient, et sur la proue de chaque navire, tel le bec d'un oiseau de proie, une silhouette sinistre s'élevait dans le ciel. Les Romains l'ont appelé Corvus, le corbeau. Et ce corbeau déployait déjà ses ailes, prêt à transformer la mer Méditerranée en abattoir. Le départ approchait, et personne, pas même les Romains, ne savait que leur nouvelle arme deviendrait une malédiction qui leur apporterait la victoire, mais à un prix terrible. Devant eux, ce n'était pas juste un combat, c'était un rendez-vous avec l'abîme. Entendez-vous ce bruit? Ce n'est pas le bruit du ressac, c'est le bruit des haches. Des milliers de haches mordant dans la chair vive des forêts italiennes. Pour comprendre la folie de ce qui a suivi, il faut imaginer le rythme de cette course. Rome ne fait pas que construire une flotte, elle la construit à partir de zéro, dans un état de frénésie adrénalinée et panique. 60 jours, pensez-y, 60 jours entre le moment où l'arbre bruissait encore de feuilles dans la forêt et le moment où il touchait l'eau sous forme de navire de guerre. Ce n'est pas de la construction navale, c'est de l'hystérie industrielle. Les ingénieurs romains regardent la quinquérème carthaginoise capturée, échouée sur le rivage, comme des sauvages devant un smartphone. Ils voient un système complexe de membrures, une quille astucieusement courbée, une hydrodynamique parfaite. Et ils commencent à copier. Bêtement, littéralement, pièce par pièce. Chaque planche est numérotée. Les ateliers d'assemblage tournent jour et nuit à la lumière des torches. La poix bout, les hommes tombent de fatigue, mais la chaîne ne s'arrête pas. Mais il y a un problème que l'enthousiasme ne peut résoudre. Le bois. Le bois de marine doit sécher pendant des années, perdre son humidité, devenir sonore et solide comme de l'os. Rome n'a pas des années. Ils n'ont que maintenant. Ils construisent avec du bois vert, gorgé de sève. Les planches sont lourdes. Quand ces navires seront mis à l'eau, ils commenceront à se dessécher, à grincer et à fuir comme des seaux percés. Mais ce n'est que la moitié du problème. Le plus important, c'est le poids. Les copies romaines se révèlent être des monstres lourds et pâteaux. C'est comme si vous essayiez de construire une voiture de course d'après des plans, mais en utilisant de la fonte au lieu du carbone. La quinquérème carthaginoise
est une danseuse. Elle vole sur les vagues, obéissant au moindre mouvement de la rame de gouvernail. La copie romaine est un docker ivre qui trébuche sur un sol plat. Les amiraux romains le comprennent. S'ils sortent sur ces baquets contre l'élite de la flotte carthaginoise dans un combat manœuvrier loyal, ils seront tous coulés en 1 heure. Les Carthaginois viendront simplement sur le flanc, frapperont avec leur éperon et s'éloigneront en regardant les Romains faire des bulles. Ce ne sera pas une bataille, ce sera un massacre d'innocents. Et c'est ici, dans cette atmosphère de désespoir total, que naît le corbeau, le corvus. Oubliez tout ce que vous saviez sur l'élégance navale. Le corvus est un crachat au visage de la science maritime. Imaginez un pont en bois massif de 11 mètres de long et d'un peu plus d'1 mètre de large. Il est installé sur la proue du navire sur un pivot spécial. On le relève à l'aide d'un système de poulies et de cordes attachées au mât. Cette chose pointe vers le ciel comme un doigt géant accusateur. Mais le plus effrayant se trouve au bout de ce pont. Une énorme pointe de fer, recourbée comme un bec vers le bas. Des centaines de kilogrammes de métal aiguisé. Le principe est d'une horreur primitive. Quand le navire ennemi est proche, vous coupez simplement la corde. Le pont tombe sous son propre poids. Le bec de fer transperce le pont ennemi avec une force monstrueuse et s'y fiche solidement. Terminé. Plus personne ne va nulle part. Cette invention change la physique même de la guerre. Elle annule la nécessité d'être un bon marin. Vous n'avez pas besoin d'attraper le vent. Vous n'avez pas besoin de connaître les courants. Vous avez juste besoin de vous approcher assez près pour laisser tomber cette maudite planche sur la tête de l'ennemi. Dès que la pointe s'enfonce dans le bois, les 2 navires deviennent une seule plateforme. Et sur ce pont, rugissant de rage, déferle sur le pont des Carthaginois ce qu'ils craignent le plus au monde, l'infanterie lourde romaine. Des légionnaires en armure complète, avec boucliers et épées courtes. Pour eux, ce pont est le chemin de la maison. Le chemin vers une surface solide où ils savent tuer mieux que quiconque au monde. Le combat naval se transforme instantanément en une mêlée terrestre, où l'habileté du barreur n'a plus d'importance. Seule compte la vitesse à laquelle vous savez manier l'épée dans un espace confiné. Les vieux capitaines regardaient ces constructions avec effroi. « Vous êtes fous !» criait-il aux ingénieurs. « Ce truc pèse 1 tonne. Il est installé tout à l'avant. Le centre de gravité est déplacé. La moindre tempête latérale, une mauvaise vague, et le navire chavirera tout seul, sans aucun ennemi. » Et ils avaient raison. Absolument raison. Le corbeau rendait les navires romains, déjà mauvais, catastrophiquement instables. La moindre tempête menaçait de les perdre. Mais le Sénat se moquait de la sécurité. Il voulait la victoire, à tout prix, même si le prix était le risque de se noyer en chemin vers le champ de bataille. C'était un coup de poker. Rome a décidé qu'il valait mieux risquer de chavirer que de laisser Carthage dicter ses conditions. Regardez ces navires sur les cales avant le lancement. Ils ont l'air menaçants et ridicules à la fois. Neufs, maladroits, sentant le bois humide et la poix. Sur chaque proue, attachée au mât, pend ce pont monstrueux. Il grince au vent. Les soldats, en le regardant, sourient de sourires carnassiers. Ils l'appellent leur salut. Les marins se signent et prient Neptune pour le calme plat. Personne au monde n'avait encore vu une chose pareille. C'est une réponse asymétrique à l'état pur. Les Carthaginois avaient passé des années à perfectionner l'art de l'éperonnage, la manœuvre du diec plus, la percée de la ligne. Ils se préparaient à une partie d'échecs sur l'eau. Et les Romains allaient venir à cette partie avec une batte de baseball. La flotte est prête. Des centaines de galères, lourdes comme le destin, quittent les quais d'Ostie et de Messine. L'eau bouillonne sous des milliers de rames
qui rament à contretemps. Les commandants hurlent, essayant d'aligner la formation. Les navires font des embardées, piquent du nez, s'enfonçant dans la vague sous le poids des corbeaux. C'est l'armada la plus étrange, la plus laide et la plus dangereuse que la Méditerranée ait jamais vue. Ils vont vers le sud, là où les attendent les escadres carthaginoises, rapides et prédatrices. Les amiraux de Carthage, recevant des rapports sur l'approche des Romains, se frottaient sûrement les mains. Ils anticipaient une chasse facile. Ils pensaient que les Romains avaient simplement copié leurs navires, mais mal. Ils ne savaient pas que sur chaque proue romaine se cachait la mort, prête à tomber du ciel et à transformer un élégant combat naval en un hachoir sanglant. La mer était calme, mais l'air vibrait de tension. Pour la première fois dans l'histoire, une puissance terrestre ne sortait pas simplement en mer, mais apportait ses lois dans le royaume des vagues. Les Romains ne venaient pas pour naviguer, ils venaient pour piétiner. Et ce grincement lourd et rythmé des gréements sonnait comme le tic-tac d'une bombe posée sous les fondations du monde antique. Devant, au-delà de l'horizon, les nuages s'amoncelaient déjà, et l'année 256 se préparait à devenir l'année où la mer rougirait de sang. Cap sur le cap Ecnomé, côte sud de la Sicile. Été de l'an 256 avant notre ère. Il fait une chaleur telle que l'air au-dessus de l'eau tremble, transformant l'horizon en une brume trouble. Mais si vous regardez la mer près du cap Ecnome, vous ne voyez pas d'eau. Vous voyez une forêt infinie et effrayante de mâts qui s'étend d'un bout à l'autre du monde visible. Ici, en un seul point de l'espace et du temps, s'est concentrée la plus grande puissance navale de l'histoire de l'humanité. Oubliez la bataille du Jutland, oubliez Midway. En nombre d'âmes humaines jetées dans la balance du destin en un jour, la bataille d'Ecnome les laisse loin derrière. 700 navires, 300 000 hommes. 300 000. Imaginez que toute la population d'une ville moderne moyenne soit soudainement mise sur des coquilles de noix en bois, armée, et envoyée s'entretuer au milieu de la haute mer. Ce n'est pas une bataille, c'est une catastrophe démographique attendant l'étincelle. Les Romains ont sorti 330 navires, les Carthaginois 350. Ce n'était pas juste des flottes, c'étaient des cités-États flottantes. Le plan romain était simple et brutal comme un coup de poing américain. Percer le barrage, débarquer en Afrique et brûler Carthage jusqu'aux cendres. Le plan carthaginois était un plan de chirurgien. Couper, encercler et noyer cette horde folle avant qu'elle n'atteigne leur rivage natal. Regardez la formation romaine. Ils ne se sont pas alignés, comme le faisaient tous les amiraux normaux de l'époque. Non, ils ont formé un coin. 3 escadres ont formé un triangle géant, la pointe dirigée vers l'ennemi. En tête, 2 exers consulaires, les plus gros navires de la flotte. Derrière eux, en échelon, 2 lignes de navires de combat. À la base du triangle, une 3e escadre qui remorque les navires de transport avec les chevaux et les vivres. Et une 4e ligne ferme la marche, la réserve. Cela ressemblait à une pointe de lance ou à la tête d'un sanglier furieux. Cette formation ne disait qu'une chose: nous fonçons. Les Romains savaient que leurs navires étaient plus lents. Ils savaient que leurs équipages étaient moins bons. C'est pourquoi ils se sont contractés en un point, hérissés de corbeaux, prêts à défoncer les murs. La densité de la formation était telle qu'on aurait dit pouvoir courir de navire en navire sans se mouiller les pieds. Et face à eux, barrant l'horizon, s'étirait la ligne fine et longue de la flotte carthaginoise. Les amiraux de Carthage, Hamilcar et Hannon, regardaient le coin romain et ne voyaient pas une menace, mais une opportunité. Ils comprenaient, ce sanglier romain est terrifiant dans un choc frontal, mais il est peu maniable. Et si on le force à courir,
il s'essoufflera. Le silence avant le combat est plus effrayant que le combat lui-même. On n'entend que le grincement des tolets et la respiration lourde de milliers d'hommes. Dans les cales des navires romains, les rameurs sont assis, 300 par navire. Ils ne voient pas la mer. Ils ne voient que le dos en sueur du camarade devant eux et entendent le coup rythmé du maillet du chef de nage donnant la cadence. Pour eux, ce jour est fait de ténèbres, d'étouffement et d'attente de la mort, qui viendra avec l'eau transperçant la coque. Et soudain, le signal. Les trompettes rugissent, déchirant l'air brûlant. Le coin romain, prenant de la vitesse, se lance vers le centre de la ligne carthaginoise. L'eau bouillonne sous des milliers de rames. Les consuls romains, Régulus et Vulso, debout sur la proue des navires de tête, voient le centre ennemi commencer à plier. Les navires carthaginois font demi-tour et battent en retraite. Pour le légionnaire romain, habitué à ce que l'ennemi fuit devant sa fureur, cela ressemble à une victoire. « Ils ont peur, ils fuient !» s'élève au-dessus des vagues. L'adrénaline monte à la tête. Les consuls donnent l'ordre. « Poursuivre !» Le coin accélère. Les Romains pèsent sur les rames, essayant de rattraper les Puniques en fuite pour planter leurs corbeaux dans leurs poupes. Mais ce n'était pas de la panique. C'était un piège classique, froid et cynique. Hamilcar, commandant le centre carthaginois, jouait la comédie. Il attirait l'avant-garde romaine, la forçant à se détacher des forces principales. Le coin romain s'est étiré, a rompu sa formation. Les deux premières escadres ont foncé en avant, laissant derrière elles les transports maladroits et la réserve. L'organisme unique de la flotte romaine a été démembré. Et au moment où la rupture est devenue critique, le piège s'est refermé. Signal du vaisseau amiral de Carthage, et les navires en fuite du centre font soudain un virage brutal. Des centaines de quinquérèmes tournent simultanément leurs proues vers les poursuivants. C'était une manœuvre d'une telle synchronisation que les Romains n'auraient jamais pu en rêver. Pendant ce temps, les ailes de la flotte carthaginoise, commandée par Hannon, ont commencé à se refermer. L'aile gauche a frappé les transports romains, l'aile droite a contourné la réserve. La mer s'est instantanément transformée en chaos. Une seule bataille s'est fragmentée en 3 énormes combats indépendants. C'était l'enfer, étalé sur des kilomètres à la surface de l'eau. Au centre, où les escadres avancées des Romains ont heurté les forces principales d'Hamilcar, il se passait quelque chose d'inimaginable. Les navires carthaginois, rapides et légers, tournaient autour des lourdes galères romaines comme un banc de piranhas autour d'hippopotames blessés. Ils essayaient d'éperonner, de briser les rames, de frapper les flancs vulnérables. Ils comptaient sur la vitesse et la maîtrise. Mais les Romains avaient apporté les corbeaux. Et chaque fois qu'une quinquérème carthaginoise s'approchait trop près pour un éperonnage, la mort tombait d'en haut avec fracas. Les becs de fer transperçaient les ponts, liant mortellement les navires. L'élégant combat naval sur lequel comptait Hamilcar se brisait sur la grossière ingénierie romaine. Pendant ce temps, à l'arrière, une tragédie se jouait. Les transports romains, abandonnés par l'avant-garde, coupaient les câbles de remorquage dans la panique. Chargés de vivres et de chevaux, les navires dérivaient impuissants, tandis que les raideurs carthaginois rapides fondaient sur eux. La catastrophe semblait inévitable. Le plan carthaginois avait fonctionné à la perfection. Les Romains étaient divisés, encerclés et attaqués de différents côtés. N'importe quel manuel militaire vous dirait que dans une telle situation, l'armée est condamnée. Mais les manuels sont écrits pour des gens qui savent quand il faut se rendre. Les Romains ne le savaient pas. Ils étaient piégés sur leurs navires. Beaucoup ne savaient pas nager. Et ils n'avaient qu'un seul choix: tuer l'ennemi ou mourir eux-mêmes.
La peur s'est transformée en rage de berserker. L'eau autour d'Eknomé a commencé à changer de couleur. D'abord trouble à cause des débris, des éclats de bois et des ordures remontant à la surface. Puis, elle a commencé à rosir. Imaginez ce son. Ce ne sont pas juste des cris, c'est une symphonie de destruction. Le craquement des rames qui se brisent, semblable au bruit d'os géants qu'on broie. Les coups sourds des éperons de bronze contre le bois. Le hurlement de scie lorsque les navires frottent leurs flancs. Et au-dessus de tout cela, le rugissement infini et bestial de milliers de gorges essayant de couvrir la peur. Les navires romains, accrochés aux ennemis, sont devenus des forts flottants. Les légionnaires sautaient par-dessus les bastingages, glissant sur le sang, et s'enfonçaient dans les rangs des marins carthaginois légèrement armés. C'était une boucherie dans une cabine téléphonique. Les Carthaginois étaient des marins, habitués à l'espace et au vent. Les Romains apportaient avec eux l'étroitesse et l'asphyxie de la mêlée d'infanterie. Mais l'issue de la bataille ne tenait qu'à un fil. Le centre romain tenait bon, mais les flancs mouraient. Les transports étaient acculés au rivage. La réserve se défendait désespérément contre des forces supérieures. Les amiraux carthaginois voyaient que la victoire était proche. Il leur suffisait de presser encore un peu, de porter le dernier coup. Ils ne savaient pas qu'à cet instant précis, au milieu de la fumée et du chaos, le facteur qu'ils ne pouvaient calculer allait entrer en jeu. Le facteur de la force brute, multiplié par la chance. Les corbeaux continuaient de tomber, et chaque pont qui s'abattait devenait une pierre tombale pour l'espoir carthaginois. Et le soleil de l'an 256 continuait de brûler indifféremment là-haut, éclairant la scène du plus grand meurtre maritime de tous les temps. Imaginez le visage d'un capitaine carthaginois à ce moment-là. C'est un professionnel, vétéran de dizaines de campagnes. Il voit devant lui un navire romain maladroit qui gîte lors d'un virage. Il voit le flanc exposé. C'est une cible parfaite. Une cible d'entraînement. Il crie aux barreurs « En avant toutes, éprenage !» Les rameurs pèsent sur les rames, la quinquérème accélère, fendant les vagues comme un couteau dans du beurre. Le Carthaginois entend déjà dans sa tête le bruit des membrures romaines qui craquent et des planches qui se brisent. La victoire est une question de mathématiques et de vitesse. Il a tout calculé. Mais il n'a pas calculé une chose. L'ombre. Une seconde avant l'impact, les Romains font ce que personne n'attend. Ils n'essaient pas d'esquiver. Ils ne manœuvrent pas. Ils coupent simplement la corde. L'immense pont de 11 mètres, suspendu au mât, tombe avec un sifflement effrayant. La gravité fait son œuvre. La pointe de fer au bout du corbeau, pesant des centaines de kilos, transperce le pont de la quinquérème carthaginoise comme une aiguille perce du papyrus. Le fracas de l'impact couvre tous les bruits de la bataille. Les navires tremblent comme s'ils avaient heurté un récif. Les Carthaginois tombent à cause de l'inertie. Et à la même seconde, le pire se produit. Les navires sont liés, à mort. Le capitaine carthaginois comprend. Il ne peut plus manœuvrer. Son navire, rapide et léger, s'est transformé en ancre. Il essaie de battre en arrière, mais le fer tient bon. Et pendant qu'il regarde avec horreur ce maudit pont, des hommes courent déjà dessus. Pas des matelots, pas des marins. Ce sont des tueurs cuirassés de bronze et de fer, des légionnaires romains. Ils courent sur le pont bouclier contre bouclier, leurs sandales martelant les planches comme la grêle sur un toit. Pour l'équipage carthaginois, c'est un choc qui paralyse la volonté. Ils sont armés de javelots légers, de couteaux, peut-être d'épées courtes. Ils sont sans armure pour ne pas couler s'ils tombent à l'eau. Et face à eux, l'infanterie lourde, la meilleure du monde,
qui vient de trouver un sol ferme sous ses pieds. La bataille se transforme en carnage. L'élégant combat naval est terminé. Une bagarre de rue a commencé dans une ruelle sombre où l'un a un canif et l'autre une tronçonneuse. Les Romains font irruption sur le pont et font ce qu'on leur a appris par des années de discipline. Pique, tranche, avance. Les Carthaginois tentent de résister, mais que peut faire un marin contre un mur de boucliers? On les repousse vers la poupe. On les jette par-dessus bord. L'eau bouillonne de corps qui tombent. Ceux qui n'ont pas eu le temps de sauter meurent là où ils se tenaient. La scène se répète des dizaines, des centaines de fois sur tout le front. Les ponts tombent avec un fracas annonçant le verdict pour la vieille école de la guerre navale. Les Romains brisent le concept même du combat. Ils refusent de jouer selon les règles où gagne celui qui navigue le plus vite. Ils disent « Non, nous ne naviguerons pas, nous resterons debout et nous tuerons ». La mer a cessé d'être de l'eau. Les Romains l'ont transformée en terre ferme, pavant l'espace entre les navires de passerelles en bois et de cadavres ennemis. Au centre de la bataille, un tournant s'opère. Les deux consuls romains, Marcus Atilius Regulus et Lucius Manlius Vulso, enfoncent la formation d'Hamilcar. Le centre carthaginois, fierté de la flotte, est brisé et fuit. Les corbeaux ont fait leur travail. Mais la bataille n'est pas finie. Rappelez-vous, la flotte romaine a été déchirée en morceaux. Pendant que les consuls écrasent le centre, une catastrophe se produit à l'arrière. L'aile gauche carthaginoise a acculé les transports romains au rivage, et l'aile droite a encerclé la réserve. Et c'est là que se manifeste la discipline romaine. N'importe quelle autre flotte, voyant l'ennemi fuir, se serait lancée à la poursuite du butin. L'avidité et l'excitation l'emportent généralement sur la tactique, mais pas chez les Romains. Les consuls arrêtent la poursuite. Ils font faire demi-tour à leurs navires. Ils voient la fumée et le chaos sur leurs arrières et vont à la rescousse. C'était le moment de vérité. L'escadre romaine, qui venait de vaincre au centre, revient à toute vitesse. Ils s'abattent sur les Carthaginois qui pensaient déjà avoir vaincu la réserve romaine. Les Puniques se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Ceux qui, une minute plus tôt, poussaient les Romains dans un piège, se retrouvent eux-mêmes encerclés. Et de nouveau les corbeaux tombent. De nouveau le grincement du fer, de nouveau l'infanterie lourde sur les ponts. Les amiraux carthaginois regardent cela depuis le rivage ou depuis des navires éloignés et n'en croient pas leurs yeux. Leur plan génial, leur magnifique manœuvre, leur connaissance de la mer, tout cela s'est brisé sur une force brute et primitive. C'était la collision de deux mondes, le monde de l'art et le monde du marteau. Et le marteau a gagné. Il a réduit l'art en miettes. Le soir venu, la mer au cap Ecnum se calme. Mais son aspect peut rendre fou. Des dizaines de navires brûlent, jetant des reflets sombres sur l'eau qui noircit. La surface de la mer est couverte de débris, rames, planches, tonneaux et corps. Des milliers de corps. Carthage a perdu plus de 30 navires coulés. Et, ce qui est le plus humiliant, 64 navires capturés. 64 des meilleurs navires du monde appartiennent désormais à Rome, avec leurs équipages. Les Romains ont perdu 24 navires. Le score au tableau était une déroute. Les vainqueurs, épuisés à en mourir, lavaient le sang et le sel sur leur corps. Ils regardaient vers le sud, là où, derrière l'horizon, se cachait l'Afrique. Avant la bataille d'Ecnomé, c'était un rêve inaccessible, un mirage. Maintenant, c'était la réalité. La plus grande flotte qui se dressait sur leur chemin n'était pas seulement vaincue, elle était humiliée et démoralisée. Carthage n'était plus le maître de la mer. Le corbeau, cet enfant difforme du désespoir technique,
avait ouvert les portes du cœur de l'empire ennemi. Les soldats pansaient leurs plaies et aiguisaient leurs épées. Ils comprenaient. Le pire était derrière eux. Ils avaient vaincu les éléments. Ils avaient vaincu la meilleure flotte du monde. Qu'est-ce qui pouvait les arrêter maintenant? L'adrénaline de la victoire est une drogue terrible. Elle fait oublier la prudence. Elle vous murmure que vous êtes l'élu, que les dieux sont de votre côté. La flotte romaine, s'étant regroupée, a hissé les voiles. Cap sur le rivage africain. La mer, rougie par le sang carthaginois, semblait s'être écartée, invitant le prédateur à entrer dans la maison de la victime. Les Romains n'allaient pas simplement faire la guerre, ils allaient punir. Et aucun d'eux, en regardant la côte africaine approcher, ne se doutait que cette porte ouverte ne menait pas au triomphe, mais tout droit dans un nouveau piège, encore plus sophistiqué. L'Afrique. Même l'odeur est différente ici. Douce, épicée, étouffante. Ce n'est pas l'odeur de la guerre, mais celle du luxe. Quand les légionnaires romains sautent des navires sur le rivage à Clupea, ils s'attendent à voir une ligne d'ennemis, mais ils voient le paradis. La campagne carthaginoise n'est pas faite des collines austères de l'Italie. Ce sont des jardins infinis, des vignobles, des villas noyées dans la verdure et des champs qui semblent capables de nourrir la moitié du monde. Et dans ce paradis fait irruption une bête qui n'a pas mangé depuis une semaine. L'armée romaine ne fait pas que débarquer. Elle se répand dans ce jardin comme la peste. Imaginez un barbare qui a mangé de la bouillie d'épeautre toute sa vie et qui se retrouve soudain au festin des dieux. Les légionnaires pillent avec frénésie des gens qui n'en croient pas leurs yeux. Ils font irruption dans les domaines de la noblesse carthaginoise, brisent des statues exquises juste pour voir ce qu'il y a dedans, arrachent les tapisseries qui valent plus cher que tout leur village et égorgent le bétail directement dans les cours en marbre. La fumée des villas en feu monte vers le ciel en colonnes noires, cachant le soleil africain. C'est le signal pour Carthage. La guerre est venue chez vous. Vous pensiez que la mer vous protégerait? La mer vous a trahi. Maintenant nous sommes là, et nous n'avons pas l'intention de partir. Et c'est là, au milieu de ce carnaval sanglant, que se produit l'événement que les historiens appelleront le sommet de la bêtise romaine. Le Sénat, assis dans la lointaine Italie, décide que la guerre est pratiquement gagnée. Ils envoient l'ordre: laissez en Afrique seulement une partie des troupes, que le reste rentre avec la flotte. Cela sonne comme de la folie, mais dans la logique de Rome, c'est de l'économie. Pourquoi nourrir une énorme armée si l'ennemi tremble déjà? Un consul, Lucius Manlius Vulso, prend la flotte, le butin et les prisonniers et s'en va. Sur le rivage reste Marcus Attilius Regulus. Avec lui, 15 000 fantassins et 500 cavaliers. 15 000 hommes contre un immense empire sur son propre territoire. N'importe quel autre général aurait paniqué, mais Régulus est content. Il est heureux. Pourquoi? Parce que maintenant, la gloire de la victoire n'appartiendra qu'à lui seul. Il n'aura pas à partager le triomphe. Regardez-le. Il est assis dans sa tente, entouré d'or pillé, et écrit une lettre au Sénat. Il n'y a pas de peur en elle. Il n'y a que de la patience. Il se plaint que ses ouvriers se sont enfuis de sa ferme en Italie et demande à l'État de surveiller ses terres pendant qu'il finit les affaires avec Carthage. Pour lui, la destruction de la plus grande puissance commerciale du monde est juste une tâche administrative qui le distrait de l'agriculture. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'orgueil. Les Grecs appelaient cela l'hubris, l'arrogance qui est inévitablement punie par les dieux. Carthage est en panique. Leur armée est battue dans les escarmouches
Leurs terres sont ravagées. Les réfugiés inondent la ville, la faim et l'hystérie règnent dans les rues. Le Conseil des Anciens décide. Il faut négocier. Ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à céder la Sicile. Ils sont prêts à l'humiliation, pourvu qu'ils sauvent la ville. Des ambassadeurs sont envoyés à Régulus. Ce sont les meilleurs hommes de Carthage, des aristocrates en toge pourpre, des diplomates habitués à décider du sort du monde autour d'une coupe de vin. La rencontre a lieu dans le camp romain. Imaginez le contraste. D'un côté, des Carthaginois raffinés, effrayés mais gardant leur dignité. De l'autre, Régulus. Il ne se lève même pas pour les accueillir. Il est assis, sale, dans son armure poussiéreuse, et les regarde comme de la boue sous ses ongles. Il ne mène pas de négociation. Il dicte une sentence. Les conditions qu'il pose font pâlir les ambassadeurs. Vous céderez la Sicile et la Sardaigne. Vous dissoudrez votre flotte. Vous nous paierez un tribut annuel. Vous rembourserez nos frais de guerre. Et enfin, le plus terrible, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre ou de faire la paix sans la permission de Rome. Ce n'est pas un traité de paix, c'est un collier d'esclaves. Régulus exige de Carthage qu'elle cesse d'être un État. Il exige d'un grand empire qu'il devienne un petit chien obéissant aux pieds de Rome. Les ambassadeurs tentent d'objecter, ils parlent d'honneur, de l'impossibilité de remplir de telles conditions. Régulus ne fait que ricaner. Sa phrase entrera dans l'histoire. Il faut savoir soit vaincre, soit se soumettre. Il n'y a pas une once de doute dans sa voix. Il est sûr d'avoir acculé le rat dans un coin et que le rat va maintenant signer le papier. Mais Régulus commet l'erreur classique du tyran. Il oublie que si l'on accule un rat dans un coin sans lui laisser d'issue, il ne signera pas le papier. Il vous sautera à la gorge. Les ambassadeurs retournent à Carthage. Ils entrent au conseil et lisent les conditions romaines. Un silence de mort s'installe dans la salle. Un silence lourd. Les gens comprennent. Il n'y a pas d'espoir. Rome ne veut pas la paix. Rome veut leur destruction. Et dans ce silence se produit une réaction chimique. La peur s'évapore. À sa place vient une détermination froide et furieuse. Si le choix est entre l'esclavage et la mort, Carthage choisit le combat. Mieux vaut mourir l'épée à la main que de vivre esclave, disent les anciens. La ville, qui hier encore était prête à se rendre, se transforme en un camp militaire unique. Les femmes coupent leurs cheveux pour entresser des cordes pour les catapultes. Les statues d'or des dieux sont fondues en pièces pour les mercenaires. Chaque homme capable de tenir une lance rejoint les rangs. Régulus voulait briser leur volonté, mais au lieu de cela, il les a soudés en un monolithe. Et le consul romain dort tranquillement dans sa tente. Il est sûr d'avoir gagné. Il se voit déjà sur un char, traversant Rome sous les cris de la foule. Il ne sait pas que par son arrogance, il vient de signer son arrêt de mort et celui de milliers de ses soldats. Il ne sait pas que navire discret entre en ce moment même dans le port de Carthage. À son bord, pas d'or, pas de nourriture. Il n'y a qu'un seul homme. Il s'appelle Xanthippe. C'est un Spartiate. Et il apporte avec lui ce qui manque tant à Carthage et ce que Régulus a en excès, mais avec un signe négatif, le professionnalisme. L'histoire s'est figée au seuil de la catastrophe. L'aigle romain, ivre de sang facile, est assis au sommet de la falaise et lisse ses plumes, sans remarquer qu'en bas, dans l'ombre des remparts, le chasseur tend déjà la corde de son arc. L'air sent l'orage, et cette odeur couvre même la fumée des villas qui brûlent. L'Afrique s'apprête à donner à Rome une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Une leçon sur ce qui arrive quand on commence à se croire l'égal des dieux. Dans le port de Carthage, c'est le chaos. Imaginez une ville
qui a déjà fait ses adieux à la vie. Les gens cachent leurs objets de valeur, prient des dieux étrangers, font leurs valises. Mais au milieu de ce Capharnaüm, un homme descend de la passerelle de navires arrivant de Grèce et il a l'air d'avoir confondu un enterrement avec une parade. Il ne porte pas de ballot d'or, ce n'est pas un réfugié. Il porte une tunique simple, usée par la vie, et dans ses yeux, il y a le calme glacial d'un chirurgien entrant à la morgue pour dire « Le patient est encore en vie, donnez-moi un scalpel ». Il s'appelle Xanthippe, c'est un Spartiate. Et cela change tout. Dans le monde antique, le mot Spartiate signifiait la même chose qu'aujourd'hui, force spéciale, multipliée par un fanatique. C'est un homme pour qui la guerre n'est pas de la politique, ni une aventure, ni un moyen de s'enrichir. C'est un métier. Le seul métier qu'il maîtrise à la perfection. Le conseil carthaginois l'engage comme un simple commandant de mercenaires. Mais Xanthippe ne se comporte pas comme un mercenaire. Il se comporte comme un auditeur. Il passe plusieurs jours non pas à boire, mais à observer. Il regarde comment les généraux carthaginois disposent les troupes. Il regarde le terrain. Il regarde les éléphants qui piétinent dans les enclos. Et finalement, il prononce une phrase qui aurait dû lui coûter la tête, mais qui a sauvé l'Empire. Il se présente devant le Conseil des Anciens et dit droit dans leur visage effrayé et en sueur « Les Romains ne vous vainquent pas. Vous vous vainquez vous-même. Votre armée est un lion dirigé par des ânes. » C'est le choc. Le silence dans la salle est tel qu'on entendrait une mouche se cogner au plafond. Mais Xanthippe continue. Il leur explique une vérité élémentaire, comme un coup de massue. Carthage a l'avantage en cavalerie et en éléphants. Un avantage énorme. 4000 cavaliers, une centaine d'éléphants de guerre. Mais où combattent les généraux carthaginois? Sur les collines, sur un terrain accidenté. Là où la cavalerie trébuche et les éléphants sont inutiles. Là où l'infanterie romaine se sent comme chez elle. Vous avez peur de la plaine, dit Xanthippe. Vous pensez que sur la plaine, les Romains vont vous encercler. Mais sur la plaine, vos éléphants les piétineront, et votre cavalerie fermera le piège. Donnez-moi l'armée, emmenez-la sur le plat, et je vous montrerai comment meurent les légions. Le désespoir est le meilleur des motivateurs. Les fiers aristocrates carthaginois, qui en temps de paix n'auraient même pas regardé ce vagabond, lui remettent le commandement suprême. Et la transformation commence. Xanthippe transforme Carthage en Sparte. Oubliez la démocratie et les débats. Sur le terrain d'entraînement, règne la dictature. Du matin au soir, les soldats marchent sous le soleil brûlant. 1, 2, gardez la formation, bouclier plus haut. Xanthippe ne leur apprend pas simplement à se battre, il leur apprend la géométrie de la mort. Il construit une phalange, une forêt dense de lances où chaque soldat protège son voisin. Il dresse les éléphants, les forçant à agir non pas comme un troupeau, mais comme un bataillon de chars. Il fait courir la cavalerie numide jusqu'à l'écume sur les flancs des chevaux, répétant les frappes synchronisées depuis les ailes. Mercenaires, citoyens, miliciens, tous passent par le hachoir de la préparation spartiate. Xanthippe brise leur ego pour en faire un mécanisme. Les soldats commencent à comprendre. Ce Grec a un plan. Pour la première fois depuis de longs mois, ce n'est plus la peur qui est dans leurs yeux, mais une lueur méchante et froide. Ils ne sont plus des victimes, ils sont des instruments. Et que fait Régulus pendant ce temps? Notre consul romain est toujours assis dans son camp près de Tunis, savourant son rôle de vainqueur. Quand les éclaireurs lui rapportent que l'armée carthaginoise est sortie de la ville et marche à sa rencontre, il rit. Quand on lui dit que les Puniques sont descendus des collines et se mettent en formation sur une large plaine plate dans la vallée de la rivière Bagradas, il éclate de rire.
Ces idiots veulent se battre contre la légion romaine en champ ouvert, pensait-il sûrement. Ils cherchent la mort? Eh bien, nous allons la leur donner. Régulus voit dans les actions de l'ennemi la folie du désespoir. Il ne voit pas derrière cela le calcul froid. Il méprise le petit grec Xanthippe. Que peut savoir un mercenaire spartiate de la guerre entre grandes puissances? L'infanterie romaine est invincible dans un choc frontal. C'est un axiome. Régulus est sûr que dès que ses légions frapperont au centre, la troupe hétéroclite de Carthage s'enfuira, comme avant. Les Romains s'avancent à leur rencontre. 15 000 fantassins, 500 cavaliers. Ils marchent avec assurance, soulevant la poussière avec leurs sandales, plaisantant dans les rangs. Ils sont habitués à ce que les Carthaginois fuient au premier assaut. Ils ne remarquent pas que l'ennemi a changé. La formation qui les attend devant ne vacille pas. Les lances ne tremblent pas. Les éléphants se tiennent sur une ligne devant l'infanterie, comme un mur de forteresse vivant, balançant leurs trompes. Dans l'air flotte une tension, dense comme avant l'orage. Xanthippe, debout sur une colline, observe l'approche des Romains. Il voit leur erreur avant même que le premier signal de trompette ne retentisse. Régulus, craignant les éléphants, ordonne d'approfondir la formation des manipules. Il rend ses rangs plus étroits, mais plus profonds, pour mieux encaisser le choc. Le Spartiate sourit. Le Romain met lui-même la tête dans le nœud coulant. En approfondissant la formation, Régulus a volontairement renoncé à la largeur du front. Il a fait de son armée une cible compacte, idéale pour un enveloppement par les flancs. « Imbécile !» a dû murmurer Xanthippe en regardant les étendards romains. « Tu es venu jouer aux dames, et nous jouons aux échecs. Et je t'ai déjà mis échecs et maths. » C'était le conflit classique de deux mentalités. L'arrogance romaine, habituée à briser les murs avec le front, contre l'intelligence grecque qui cherche un levier pour renverser le monde. Régulus était un excellent soldat, mais un mauvais général. Il ne comprenait pas que ce n'était plus une république marchande qui se battait contre lui. C'était la science militaire, affinée par des siècles d'histoire spartiate. Le soleil monte plus haut, éclairant la vallée de la Bagradas. La poussière soulevée par des milliers de pieds flotte dans l'air comme un brouillard doré. Les Romains approchent encore. La terre commence à trembler, à peine perceptiblement. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce sont 100 éléphants de guerre qui font le premier pas vers le destin. Xanthippe lève la main. Le temps des cours est terminé. L'examen a commencé et il n'y aura pas de rattrapage. Ce jour-là, dans la vallée de la rivière Bagradas, l'orgueil romain devait rencontrer quelque chose de plus dur que l'or carthaginois. Des défenses, des sabots et de l'acier spartiate. La leçon commençait. Sentez cette vibration. Elle ne commence pas dans les oreilles, mais dans les semelles des sandales. Les petits cailloux sur le sol commencent à sauter, comme s'ils étaient vivants. C'est un rythme qu'il est impossible de confondre avec autre chose. D'abord un grondement, bas et guttural, semblable au grognement de la terre elle-même. Et puis, du nuage de poussière soulevé par le vent chaud, apparaît un mur gris. Ce n'est pas une métaphore. Ce sont 100 éléphants de guerre. 100 tours de siège vivantes, chacune pesant plusieurs tonnes, lancées à la vitesse d'un cheval au galop. Xanthippe n'a pas joué au long préliminaire. Il a juste appuyé sur la gâchette. Imaginez-vous au premier rang d'un manipule romain. Vous avez un scutum, un grand bouclier en bois recouvert de cuir et bordé de métal. Il encaisse parfaitement les coups d'épée et de lance, mais quand 4 tonnes de fureur, couronnées de défense d'1 mètre, foncent sur vous, votre bouclier se transforme en carton, votre armure en papier d'alu, votre discipline en poussière.
le choc des éléphants contre la formation romaine dans la vallée de la Bagradas est la physique de la catastrophe. C'est la collision d'un train biologique avec des piétons. La formation romaine n'a pas seulement plié, elle a éclaté avec un craquement terrifiant. Les éléphants ont percuté les rangs serrés de l'infanterie, dispersant les légionnaires comme des quilles. Ils piétinaient, écrasaient, transperçaient de leur défense et saisissaient avec leurs trompes. Ceux qui se tenaient au premier rang ont cessé d'exister en une fraction de seconde. Ils se sont transformés en boue rouge mélangée au sable. Mais le pire n'était pas dans la première seconde. Le pire a commencé après. Les éléphants, ayant percé la première ligne, continuaient de se déchaîner à l'intérieur de la formation. La tactique romaine, basée sur l'interaction serrée et le coude du camarade, s'est retournée contre eux. Dans l'étroitesse, il n'y a nulle part où fuir. Les légionnaires, essayant d'esquiver les monstres, s'écrasaient les uns les autres. La formation s'est transformée en une foule paniquée, saisie par une terreur animale. Les ordres des centurions se noyaient dans le barrissement des bêtes et les cris des mourants. Cependant, les Romains restent des Romains. Même dans cet enfer, ils tentaient de se battre. Les vétérans, ayant survécu au premier choc, se blissaient entre les jambes des géants. Ils les piquaient au ventre mou, coupaient les tendons. Les éléphants blessés devenaient fous, piétinant les leurs comme les ennemis. Mais l'élan de l'attaque commençait à s'essouffler. Il semblait y avoir une chance. Il semblait que si l'on tuait ces monstres, on pouvait survivre. Et c'est là que s'est refermée la deuxième partie du piège de Xanthippe. Les légionnaires qui avaient miraculeusement survécu sous les pieds des éléphants ont percé le mur gris et, étouffant de poussière et de sang, sont sortis en espace découvert. Ils pensaient que le pire était derrière eux. Mais devant eux, fraîche, calme et implacable, se tenait la phalange carthaginoise. Le Spartiate avait gardé ses mercenaires en réserve pendant que les éléphants faisaient le sale boulot. Maintenant que les Romains étaient épuisés, commotionnés et désorganisés, une forêt de lances s'abattait sur eux. C'était un massacre. Le Romain, avec son épée courte, doit s'approcher au contact pour porter un coup. Le phalangite, avec sa longue lance, le tue à distance. Les légionnaires fatigués se heurtaient au mur de boucliers, incapables de le percer, et mouraient par dizaines. Et que se passait-il sur les flancs? Vous vous souvenez de ces misérables 500 cavaliers romains? 4000 cavaliers carthaginois et numides les ont balayés du champ de bataille en quelques minutes, sans même remarquer de résistance. La cavalerie romaine s'est tout simplement volatilisée. Et maintenant, cette avalanche de cavaliers, ayant fait un large arc, revenait. Ils ont frappé par l'arrière et les flancs. Le cercle s'est refermé. Pour 15 000 hommes, la vallée de la Bagradas est devenue une gigantesque fosse commune. La poussière était si dense que le soleil s'est obscurci. Dans ce sac de poussière, les hommes s'entretuaient presque au toucher. L'armée romaine, fierté de la République, a cessé d'être une armée. Elle est devenue de la viande. Il n'y avait plus de manipules, plus de cohortes. Il n'y avait qu'un chaos hurlant et ensanglanté, que l'on compressait méthodiquement de tous côtés. Xanthippe observait cela depuis la colline, avec la satisfaction froide d'un mathématicien dont l'équation est résolue. Il n'éprouvait pas de haine, il faisait juste son travail. Il a prouvé que l'ordre bat la classe et que l'intelligence bat l'orgueil. Et où est notre héros? Où est Marcus Attilius Regulus, qui le matin encore planifiait son triomphe? Il était là, au centre du hachoir. Il a vu comment ces soldats d'élite, conquérants de villes, gisaient dans la poussière, le crâne fracassé. Il a vu ses étendards tomber dans la boue. Son arrogance a été chassée de lui en même temps que son souffle. Quand les cavaliers numides ont encerclé les restes de son détachement,
Il ne s'est pas jeté sur son épée comme il aurait convenu à un héros des vieilles légendes. Il s'est rendu. Le consul de Rome, représentant de l'autorité suprême, l'homme qui parlait au roi comme à des esclaves, se tenait maintenant à genoux dans la poussière, et un mercenaire lui liait les mains dans le dos. C'était une scène d'humiliation absolue. Régulus, qui exigeait de Carthage une capitulation totale, était maintenant lui-même un trophée, un souvenir vivant. Les chiffres de ce massacre sont terrifiants, même des millénaires plus tard. Sur 15 000 Romains, 13 000 sont restés sur le champ de bataille. 13 000 hommes jeunes et forts ont été anéantis en quelques heures. Seuls 2 000 hommes, l'aile gauche qui a pu percer et s'enfuir au début de la bataille, ont atteint Clupea. Les autres sont soit morts sous les pieds des éléphants et les sabots des chevaux, soit, comme Régulus, ont été faits prisonniers pour devenir les jouets d'une foule vengeresse. Quand la poussière est enfin retombée, la vallée de la Bagradas offrait un paysage de cauchemar. La terre était tellement imbibée de sang qu'elle s'était transformée en marais pourpre. Les cris des blessés ont laissé place aux gémissements, puis au silence, troublés seulement par le croassement des corbeaux. Carthage exultait. La ville qui se tenait au bord du gouffre avait été sauvée par une seule et unique bataille. Le peuple célébrait Xantippé comme un demi-dieu. Mais le Spartiate était trop intelligent pour rester. Il savait, la gratitude des rois et de la foule est éphémère, et la jalousie des généraux locaux est mortelle. Ayant reçu son or, il est monté sur un navire et a disparu aussi soudainement qu'il était apparu, laissant les Puniques fêter une victoire qu'ils ne méritaient pas, mais qu'ils avaient achetée. Et à Rome, on ne savait pas encore la catastrophe. Le Sénat attendait des nouvelles de la chute de Carthage. Ils attendaient de l'or et des esclaves. Au lieu de cela, une nouvelle rampait vers eux, qui ferait trembler la ville éternelle. La guerre qui semblait gagner s'est soudain transformée en débâcle. Mais Rome est une bête que la douleur ne rend que plus méchante. Apprenant le sort de Régulus et la mort de l'armée, la République n'a pas demandé la paix. Elle est entrée en rage. Le Sénat prend une décision dictée non par la logique, mais par une pure fureur. Nous ne les laisserons pas là-bas. Nous ramènerons les nôtres. Rome prépare une expédition de sauvetage. Pas juste quelques navires. Ils envoient toute leur flotte. 350 navires de guerre vont vers les côtes d'Afrique pour récupérer les misérables restes des survivants. Ils ne savent pas encore qu'un homme peut en tuer des milliers, mais que la nature est capable d'en tuer des centaines de milliers. Et la tragédie la plus terrible de cette guerre est encore à venir. Tapis dans les eaux sombres, près des côtes de Sicile. Rome ne sait pas pleurer. Rome ne sait que se venger. La nouvelle de la catastrophe dans la vallée de la Bagradas et de la capture de Régulus est arrivée au Sénat. Mais au lieu du deuil, elle a provoqué une explosion de rage. Vous pensiez qu'il demanderait la paix? Que nenni. Il décide de doubler la mise. Si l'Afrique a dévoré notre armée, nous y enverrons une flotte d'une telle force que la mer elle-même sortira de son lit. Été de l'an 255. Rome met à l'eau une armada. 350 navires de guerre. Ce n'est pas juste une opération de sauvetage, c'est une expédition punitive. Ils vont vers les côtes d'Afrique, balayant tout sur leur passage. Au cap Hermès, ils rencontrent la flotte carthaginoise et l'écrasent simplement. 114 navires ennemis sont capturés. La route vers Clupea, où se sont enfermés les 2000 misérables légionnaires survivants, est ouverte. Les Romains récupèrent les leurs. Épuisés, affamés, les soldats ayant survécu à l'enfer des éléphants et de la phalange spartiate montent sur les ponts en embrassant les planches. Ils pensent être sauvés. Ils pensent que le pire est derrière eux. Les consuls Servius Fulvius et Marcus Aemilius
célèbrent le triomphe. Ils ont fait l'impossible, envahi les eaux ennemies, vaincu l'ennemi et sauvé les citoyens. Maintenant, retour à la maison. Et c'est ici que commence le drame, comparé auquel la bataille d'Ecnomée est un jeu d'enfants avec des petits bateaux. Les capitaines et les pilotes, des Grecs et des Siciliens expérimentés engagés par Rome, supplient les consuls. Ne longez pas la côte sud de la Sicile, c'est la saison des vents. Les étoiles sont mauvaises. Passez par le nord, c'est sûr. Mais les consuls romains ne sont pas des marins. Ce sont des politiciens en armure. Ils sont ivres de succès. Ils viennent de vaincre Carthage. Que leur importe un peu de vent? Ils veulent passer le long de la côte sud pour démontrer leur force aux villes côtières, intimider les alliés hésitants. Nous sommes Rome. Nous dictons les conditions, pas la météo. Peut-on lire dans leur ordre? La flotte tourne vers le sud. Ce fut la décision qui tua plus de gens que toutes les armées d'Hannibal réunies. Près de la côte de Camarina, le ciel change soudainement de couleur. Il devient non pas gris, mais violet-noir, couleur d'un gros bleu. Le vent tombe une seconde pour prendre sa respiration, puis frappe avec la force d'un marteau de forge. Une tempête commence, d'une telle férocité que même les marins chevronnés tombent à genoux. Et là, entre en scène le personnage principal et le méchant principal de cette histoire. Le Corbeau. Ce fameux pont d'abordage qui a offert à Rome la victoire à Myles et Ecnomée. Une tonne de chêne et de fer, dressée sur la proue de chaque navire. Vous vous souvenez de ce que disaient les ingénieurs? Cela nuit à la stabilité. Au combat, sur une eau calme, c'était tolérable. Mais dans la tempête, quand des vagues hautes comme un immeuble de 3 étages frappent le flanc, le Corbeau devient une sentence de mort. Imaginez la physique de ce cauchemar. Le navire monte sur la crête de la vague. La proue se lève vers le haut. Le pont très lourd sur le mât agit comme un pendule. Il oscille. Le centre de gravité se trouve catastrophiquement haut. Dès que le navire commence à gîter, ce pendule le tire vers le bas, dans l'abîme. Le navire ne peut pas se redresser. Il chavire simplement quille en l'air. Ce n'est pas une catastrophe maritime. C'est un génocide organisé par la nature. En une nuit, la fierté de Rome se transforme en petit bois. Des centaines de navires chavirent simultanément. Imaginez ce son. Ce n'est pas le cliquetis héroïque des épées, c'est le craquement des coques qui se brisent, le sifflement des gréements qui rompent, et les cris de 100 000 hommes recouverts par l'eau noire. 100 000. Pensez à ce chiffre. C'est la population d'une grande mégalopole antique. Et tous meurent en quelques heures. Les légionnaires n'ont aucune chance. Ils portent de lourdes armures, cottes de mailles, jambières. Dans l'eau, ce sont des ancres. Ils coulent instantanément, sans même avoir le temps de prendre une bouffée d'air. Les rameurs, dont beaucoup sont enchaînés au banc ou simplement enfermés dans les cales, se noient dans l'obscurité quand l'eau remplit les coques retournées. C'est la mort dans une boîte de conserve. Ceux qui ont été balayés par-dessus bord essaient de s'accrocher aux débris. Mais la mer à Camarina est un hachoir. Les rochers pointus du rivage contre lesquels les vagues brisent les hommes comme des poupées. Aucun héroïsme. Aucune dernière parole. Juste le froid, le sel, les ténèbres et une terreur infinie. Au matin, la tempête s'apaise et le tableau qui s'offre aux survivants sur le rivage fait blanchir les cheveux des vétérans les plus endurcis. Polybe écrit que toute la côte de la Sicile, sur des kilomètres, était jonchée de cadavres et de débris. La mer a recraché ce qu'elle n'a pas pu digérer. Des montagnes de corps. Aristocrates romains mêlés aux esclaves, légionnaires enlaçant les débris de ces mêmes corbeaux qui les ont tués. Les ponts de bois, qui avaient apporté la gloire à Rome, gisaient maintenant sur le sable comme des jouets cassés,
ayant prélevé leur terrible tribut. Sur 364 navires, 80 ont survécu. 284 navires de guerre détruits. Avec eux, le trésor, le butin d'Afrique et l'espoir d'une fin rapide de la guerre sont allés par le fond. Ce fut la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité en nombre de victimes. Même les tsunamis et les typhons des temps modernes ont rarement pris autant de vies en une seule nuit. À Rome, le choc cède la place à la stupeur. Chaque famille a perdu quelqu'un. Père, fils, frère. Le Sénat siège dans un silence sépulcral. Ils ont vaincu la flotte carthaginoise. Ils ont vaincu l'armée carthaginoise. Mais ils ont perdu la guerre contre la physique. Le dieu Neptune, qu'ils ont essayé d'humilier en enchaînant la mer avec des ponts et des routes, a présenté la facture. Et cette facture s'est avérée insupportable. Le corbeau était une invention géniale, mais c'était un ticket à usage unique. Il a permis aux rats de terre de gagner des batailles, mais il n'a pas fait d'eux des marins. La mer ne pardonne pas aux amateurs. La mer ne pardonne pas l'orgueil. Les Romains ont décidé qu'ils pouvaient ignorer les lois de la nature. Et la nature leur a rappelé qui est le vrai maître ici. Les Carthaginois, apprenant la catastrophe, ne pouvaient croire à leur bonheur. Les dieux semblaient être passés de leur côté. La flotte romaine détruite sans un seul coup de feu. La Sicile à nouveau ouverte. La guerre, qui devait se terminer par le triomphe de Rome, est revenue à la case départ. Tout est à recommencer. Construire à nouveau, recruter à nouveau des hommes, leur apprendre à ramer à nouveau. Mais dans cette montagne de cadavres sur le rivage de Camarina, il y avait une nuance que Carthage a encore manqué. N'importe quelle autre nation, après un tel coup, aurait signé la capitulation. N'importe quel dirigeant normal aurait dit « Assez, les dieux sont contre nous ». Mais Rome n'est pas un état normal. C'est une machine fonctionnant à l'obstination. Au lieu de pleurer, Rome serre les dents à s'en briser la mâchoire. Le Sénat annonce un nouveau recrutement. Les impôts montent en flèche. Les forêts d'Italie gémissent à nouveau sous les haches. Nous construirons une nouvelle flotte, disent-ils. Et une autre. Et encore une autre. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus de bois ou d'hommes. Ce n'est plus de la stratégie. C'est du fanatisme. Rome décide de noyer Carthage dans son propre sang, s'il le faut. La catastrophe de Camarina a mis une croix sur l'utilisation des corbeaux. Les amiraux ont compris la leçon. Le prix de la stabilité au combat est la mort dans la tempête. Les nouveaux navires seront construits sans ces ponts monstrueux. Les Romains devront apprendre à se battre pour de vrai. Apprendre la voile, la rame et la manœuvre. L'époque de la triche est finie. L'époque du professionnalisme a commencé, payée par 100 000 vies. La guerre entre dans sa phase la plus sombre et la plus épuisante, où vaincra non pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui refusera de mourir. Silence. Après le rugissement de la tempête, après les cris des noyés, après le fracas des batailles, vient le silence. Il appuie sur les oreilles plus fort que le bruit. C'est le silence de l'épuisement. Vers l'an 250 avant notre ère, les deux superpuissances ressemblent à deux boxeurs au 12e round. Les visages sont transformés en bouillies sanglantes. Les bras pendent comme des cordes. Les jambes ne tiennent plus. Rome a perdu sa flotte. Carthage a perdu son armée. Le trésor est vide chez les deux. Les gens sont fatigués des avis de décès. Dans ce point mort, Carthage décide de faire un coup de maître. Ils ne veulent plus se battre, ils veulent une pause. Ils ont besoin de récupérer leurs soldats prisonniers, ceux-là même que les Romains ont capturés lors des batailles précédentes. Carthage a un atout. Vivant, bien que passablement usé, dans leur cachot depuis 5 ans, est assis Marcus Atilius Regulus.
Ce même consul qui promettait de les réduire en poussière, puis se traînait aux pieds du Spartiate Xantippe. Les Carthaginois pensent logiquement. Ce sont des marchands. Pour eux, tout dans le monde a un prix. Ils regardent Régulus et ne voient pas un ennemi, mais un actif. Cet homme veut vivre, pense-t-il. C'est un aristocrate romain. Il a une femme, des enfants, des vignobles chez lui. Il fera tout pour sortir de ce trou. Le plan est simple. Envoyer Régulus à Rome en tant qu'ambassadeur. Qu'il convainque le Sénat de faire la paix, ou au moins d'échanger les prisonniers. On lui fait promettre une seule et unique parole d'honneur. Si tu ne réussis pas, tu retourneras à Carthage et tu mourras. Régulus hoche la tête. Pour les Carthaginois, c'est juste une assurance. Ils sont sûrs qu'il rampera devant les sénateurs à genoux, implorant la paix, juste pour ne pas retourner en cellule. Ils ne comprennent pas une chose. En 5 ans dans l'obscurité, ressassant les moments de sa honte, Régulus a changé. L'imbécile arrogant qui a débarqué en Afrique n'existe plus. Il ne reste qu'un concentré de haine froide, cristalline, envers lui-même et envers l'ennemi. Le navire avec Régulus arrive à Rome. Imaginez cette scène. Toute la ville se déverse dans les rues. Les gens pleurent. Pour eux, c'est un miracle, le retour du héros revenu d'entre les morts. Sa femme court à sa rencontre, ses enfants tendent les bras. Les sénateurs préparent des discours solennels. Mais Régulus ne descend pas sur le rivage comme un triomphateur. Il s'arrête à la limite de la ville. Il refuse d'entrer dans Rome. « Je ne suis plus citoyen », dit-il d'une voix sourde, déshabitué au discours. « Je suis un esclave de Carthage. Les esclaves n'ont pas le droit d'entrer dans la ville des hommes libres. » Il refuse d'embrasser sa femme. Il ne regarde même pas ses enfants. Il se tient les yeux baissés vers le sol, comme un criminel. C'est le premier choc. Les Romains se figent. Ils attendaient des larmes de joie. Ils reçoivent une douche froide. Le Sénat se réunit hors des murs de la ville pour l'écouter. Les ambassadeurs carthaginois se tiennent à côté, souriant avec suffisance. Ils attendent que Régulus commence sa chanson sur la paix, sur la difficulté de la captivité, sur le fait qu'il faut avoir pitié des prisonniers romains en Afrique. Et Régulus commence à parler. Mais ce qu'il prononce fait pâlir les Carthaginois et laisse les sénateurs bouche bée. « Ne faites pas la paix, dit-il, la voix ferme comme l'acier. Carthage est brisée. Je les ai vus de l'intérieur. Ils n'ont pas d'argent. Leurs mercenaires se révoltent. Leurs navires pourrissent. Un bon coup, et ils s'effondreront. Ne leur donnez pas de répit. N'échangez pas les prisonniers. Ceux qui se sont rendus à l'ennemi sont déjà morts pour Rome. Ce sont des lâches. Qu'ils pourrissent en Afrique. » Puis il parle de lui. Et c'est le plus terrible. « Ne m'échangez pas. Je suis un vieillard. Je suis brisé. Ma vie ne vaut rien. En échange, vous leur rendrez des commandants carthaginois jeunes et sains, qui reviendront et tueront vos enfants. C'est une mauvaise affaire. Je suis un matériau usé. Laissez-moi. » Pensez à ce moment. Un homme signe son arrêt de mort face à toute la nation. Les sénateurs sont horrifiés. Ils crient « Non, nous ne te laisserons pas partir. Reste. Le pape délira ton serment. » Anachronisme dans le texte source, conservé pour l'esprit ou adapté en « Le Pontifex Maximus ». Les amis s'accrochent à sa toge. Sa femme sanglote, le suppliant de rester. On lui offre la vie. On lui offre le pardon. On lui offre la paix. Qu'auriez-vous fait, honnêtement? Vous seriez resté. N'importe quel humain normal serait resté. Au diable le serment fait à l'ennemi.
Au diable la politique. On n'a qu'une vie. Mais Régulus fait ce qui le transforme de général malchanceux en icône du fanatisme romain. Il repousse ses amis, il tourne le dos à sa famille en pleurs et marche en silence vers le navire carthaginois. Il sait ce qui l'attend. Il sait que les Carthaginois ont entendu son discours. Il sait qu'ils sont furieux. Il va à la torture volontairement. Ce n'est pas seulement de l'honneur, c'est une forme d'orgueil ou de rédemption hors du commun. Il décide que sa mort apportera plus à Rome que sa vie. Il transforme son corps en arme de propagande. Carthage l'accueille non comme un ambassadeur, mais comme un traître. La rage des Puniques ne connaît pas de limite. Ils comptaient sur un marché, ils ont reçu une gifle publique. Les légendes sur la mort de Régulus diffèrent dans les détails, mais s'accordent sur un point. Ce fut l'enfer. L'histoire a conservé une image effroyable. Un tonneau. Un simple tonneau en bois, hérissé de clous pointus à l'intérieur. On y place Régulus. Il ne peut pas s'appuyer, ne peut pas se détendre, ne peut pas dormir. Tout mouvement est une douleur. Les clous ne tuent pas tout de suite. Ils empêchent juste le repos. Mais cela ne suffit pas aux Carthaginois. Ils veulent lui enlever la lumière qu'il aimait tant. On lui coupe les paupières. Et on place le tonneau en plein soleil. Imaginez le soleil africain. Blanc, calcinant, impitoyable. Les yeux, privés de protection, ne peuvent se fermer. Ils sèchent, brûlent, fondent. C'est une torture par la lumière. Régulus meurt longuement. De douleur, d'insomnie, de déshydratation, de folie. Chaque heure dans cette caisse est une éternité. Il paie le prix fort pour son arrogance au début de la guerre et pour son obstination à la fin. Cela en valait-il la peine? Du point de vue de l'humanisme, c'est un délire de fou. Du point de vue de l'histoire, c'était un coup de génie. La nouvelle de la mort martyre de Régulus parvient à Rome et produit l'effet d'une bombe. Si auparavant quelqu'un au Sénat pensait à la paix, ses pensées ont disparu. La pitié a disparu. Il ne restait que la soif de vengeance. Régulus, par sa mort, a fait ce qu'il n'avait pu faire de son vivant. Il a uni Rome. Il leur a donné un martyr. Désormais, la guerre contre Carthage a cessé d'être un conflit politique pour des territoires. Elle est devenue une guerre sainte. Pour Régulus! Ce cri résonnera désormais sur les ponts des nouveaux navires. Les matrones romaines, apprenant la mort du consul, regardent les généraux carthaginois prisonniers, qui étaient détenus à Rome dans un confort relatif. L'histoire raconte que la veuve de Régulus et ses enfants ont obtenu le droit de se venger. Ils ont affamé et torturé les nobles prisonniers dans la cave de leur maison, jusqu'à ce que les magistrats interviennent, horrifiés par la cruauté. La barbarie engendre la barbarie. Le cycle de la violence s'est refermé. Mais la guerre n'est toujours pas gagnée. Les émotions sont un carburant, mais on ne dirige pas un navire avec. Rome n'a toujours pas de flotte. Le trésor est si vide que l'État est en faillite. Le Sénat écarte les bras. Il n'y a pas d'argent. On aurait dit la fin. Carthage peut célébrer une victoire par usure. Mais ils ont oublié à qui ils ont affaire. Quand l'État n'a plus d'argent, il reste aux Romains les citoyens. Les oligarques entrent en scène. Des particuliers. Des riches qui auraient pu rester dans leur villa à attendre la fin de la guerre. Ils font ce qui dépasse l'entendement d'une personne normale. Ils commencent à construire une flotte de combat avec leur propre argent. Pas d'impôts, pas d'emprunts, des dons. Nous nous cotiserons et construirons une armada, disent-ils. C'était le dernier effort désespéré, le coup de poker de toute une nation. Dans les ports, les haches résonnent à nouveau. Mais cette fois, les ingénieurs ne mettent pas de lourds corbeaux sur les proues des navires. Les Romains ont appris la leçon.
La nouvelle flotte sera légère et sera rapide. Ce sera une copie des meilleurs modèles carthaginois capturés au combat. Les Romains ont enfin cessé d'essayer de transformer la mer en terre. Ils ont décidé de devenir la mer. En 242 avant notre ère, 200 nouvelles quinquérèmes élégantes, construites avec l'argent de patriotes privés, glissent sur les vagues. Sur leur pont, pas de machines de mort encombrantes. Il y a des hommes, prêts à vaincre par le savoir-faire, et non par la masse. C'est la dernière carte du jeu. Si cette flotte périt, Rome tombera. Ils vont vers les îles Égates pour mettre un point final à ce hachoir de 23 ans. La finale est proche, et elle sera rapide comme un coup de poignard. 10 mars 241 avant notre ère. Retenez cette date. C'est le jour où le monde a basculé. Aux îles Égates, à la pointe ouest de la Sicile, la mer est agitée. Le vent déchire les crêtes des vagues, jetant des embruns salés au visage des hommes venus ici pour mourir. Mais cette fois, quelque chose a changé. Regardez les navires romains. Vous ne voyez pas sur eux de tours hideuses. Fini les corbeaux, ces béquilles pour invalides avec lesquelles les Romains tentaient de compenser leur incompétence navale. Les ponts sont dégagés. Les coques, construites avec l'argent privé des oligarques romains, sont prédatrices et lisses. Ce sont des copies des meilleurs raideurs d'Hannibal le Rhodien. Les Romains ont fait ce qui semblait impossible. Ils ont évolué. Ayant passé 23 ans, perdu 700 navires et 200 000 hommes, noyé le trésor et une génération d'hommes, les rats de terre ont enfin poussé des branchies. En phase 2, arrive la flotte carthaginoise sous le commandement d'Hannon. Et c'est une ironie cruelle du sort. Les rôles se sont inversés. Les navires carthaginois sont lourds, maladroits. Leurs lignes de flottaison sont enfoncées profondément sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts au combat. Leurs cales sont bourrées de grains, de provisions et d'argent pour l'armée d'Hamilcar Barca, qui tient toujours en Sicile. Les Carthaginois pensaient passer inaperçus. Ils pensaient que la flotte romaine n'existait pas. Ils comptaient décharger rapidement, prendre à bord les soldats d'Hamilcar et seulement alors livrer bataille. Mais Caius Lutacius Catulus, le consul romain, n'a pas l'intention d'attendre. Il voit l'ennemi. Il voit le vent qui lui souffle au visage, gênant le mouvement. Un vieil amiral romain aurait ordonné d'attendre, ou aurait foncé tête baissée et coulé. Mais Catulus est un amiral de la nouvelle école. Il sait, ses équipages se sont entraînés tout l'hiver. Ils mangeaient et dormaient rames en main. Leurs muscles se souviennent du rythme de la tempête. Et il donne un ordre qui contredit les manuels. Abattre les mâts, enlever les voiles, au combat! La flotte romaine va à l'encontre des éléments. Les rameurs travaillent comme un piston unique. Les navires fendent les vagues, mais ne piquent pas du nez, car il n'y a pas de maudits corbeaux à la proue. Ils sont légers, ils sont manœuvrables, ils volent. Pour les Carthaginois, c'est le choc. Ils voient les Romains s'aligner en une ligne de front parfaite. Les Puniques tentent paniqués de larguer les voiles, de faire tourner leurs barges surchargées, mais l'inertie est impitoyable. Les navires chargés de grains réagissent au gouvernail avec la grâce d'un éléphant ivre. Ils ne peuvent pas prendre de vitesse pour un éperonnage. Ce sont des cibles. Le massacre commence. Mais cette fois, ce n'est pas une sale mêlée d'infanterie sur les ponts. C'est de la chirurgie. Les quinquérèmes romaines arrivent par les flancs. Les éperons de bronze éventrent avec un craquement le bordé des navires carthaginois. Impact, marche arrière. Impact. L'eau s'engouffre dans les cales, se mélangeant au blé doré. La mer commence à ressembler à une bouillie épaisse de débris, de farine et de sang. Les marins carthaginois, recrutés à la hâte, non entraînés, s'agitent sur les ponts. Ils ne peuvent pas prendre les Romains à l'abordage.
Ils sont trop rapides. Ils ne peuvent pas éperonner. Ils sont trop agiles. Les plus grands marins de l'Antiquité se retrouvent soudain dans le rôle de novices maladroits. Les Romains tournent autour d'eux comme un banc de requins autour de baleines, arrachant des morceaux de chair. 50 navires carthaginois coulent dès les premières heures. 70 sont capturés avec les équipages. Les autres, attrapant un vent favorable, fuient avec horreur vers l'Afrique. Ce n'est pas juste une défaite, c'est l'effondrement de toute la logistique de la guerre. Hamilcar Barca, le génie de la guérilla, le lion invaincu de Sicile, reste sur l'île coupé du monde. Sans nourriture, sans argent, sans espoir. Rome a gagné. Pas avec le corbeau, pas par la chance, pas par le nombre. Il a gagné par le savoir-faire. Quand les nouvelles de la bataille des îles Égates parviennent à Carthage, on ne crie pas à la vengeance. C'est le silence de la faillite qui s'installe. Le trésor est vide. Les mercenaires réclament leur paix. Plus de flotte, plus d'hommes. Le fier empire marchand, maîtresse des mers, est contraint d'admettre la Rome stupide, têtue et pauvre lui a brisé l'échine. Carthage envoie des messagers à Hamilcar. Conclut la paix à n'importe quelle condition. Nous n'en pouvons plus. Et Hamilcar, grinçant des dents, descend des montagnes. Il n'est pas vaincu au combat, mais la mer l'a trahi. Le traité que signent les parties est humiliant. Carthage quitte la Sicile. Carthage rend tous les prisonniers gratuitement. Oui, et pour ce fameux Régulus, ils n'ont pas reçu un sou, seulement son cadavre. Carthage paie une contribution monstrueuse. 3200 talents d'argent sur 10 ans. Rome exulte. Mais cette exultation a un goût de cendre. 23 ans de guerre. Des centaines de milliers de morts. Une génération fauchée à la racine. L'Italie est ruinée. Mais ils l'ont fait. Ils ont transformé l'impossible en inévitable. Regardez la carte avant la guerre. La Méditerranée est un lac carthaginois. Regardez après, c'est Mare Nostrum, notre mer. La première guerre punique est l'histoire de la victoire de la volonté sur la matière. Les Romains ont violé toutes les lois de la guerre, de la physique et de l'économie. Ils construisaient des flottes quand il n'y avait pas d'argent. Ils sortaient en mer quand ils ne savaient pas nager. Ils sacrifiaient des consuls, des armées et le bon sens. C'était de la folie pure, distillée. Mais c'est précisément cette folie qui a fait de Rome une superpuissance. Ils ont compris la vérité principale de l'Empire. Pour posséder le monde, il faut être prêt à le brûler, puis à le reconstruire sur les cendres. Ils ont commencé la guerre comme des fermiers provinciaux ayant peur de l'eau. Ils l'ont fini en maîtres de l'océan, devant qui tremble l'horizon. Mais cette victoire a un côté sombre. Dans les yeux du vaincu, Hamilcar Barca, quand il signait le traité de paix, il n'y avait pas de soumission. Il y brûlait un feu froid qui, dans 20 ans, embraserait le monde à nouveau. Il retournera à Carthage, prendra son fils de 9 ans, approchera sa main du feu sacrificiel et lui fera jurer une haine éternelle envers Rome. Le garçon s'appelait Hannibal. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Pour l'instant, regardez la mer aux îles Égates. Les vagues ont lavé le sang. Le bois a pourri. Les éperons de bronze gisent au fond, couverts de vases, comme des monuments à l'obstination humaine. Ici, dans cet abîme bleu, Rome a tué son innocence et a enfanté son empire. Elle a prouvé que si tu ne peux pas surpasser l'ennemi, tu dois l'endurer. Tu dois te relever une fois de plus que tu ne tombes. Même s'il faut pour cela paver le fond marin avec tes propres morts. Et maintenant, en regardant cette histoire à travers les millénaires, répondez-vous à une question. Honnêtement, imaginez une balance. Sur un plateau, la grandeur de Rome, les routes,
le droit, la civilisation que nous connaissons. Sur l'autre, un tonneau avec des clous dans lequel meurt Régulus, les cris de 100 000 noyés dans la tempête et la mer devenue rouge de sang. L'Empire valait-il un tel prix? Ou peut-être que la vraie folie, ce n'est ni le corbeau, ni les éléphants, mais la croyance même que la grandeur justifie n'importe quel sacrifice. Qu'auriez-vous choisi? Rester un honnête fermier dans la paisible Italie, ou devenir le maître du monde, debout dans le sang jusqu'aux genoux? Dites-le nous dans les commentaires. L'histoire jugera.